c'est un pays composite, éparpillé en de petites îles sur l'océan Atlantique, au large du nord du Sénégal, à 4 heures d'avion de Paris. Un pays à la population mélangée, métissée entre Africains et Portugais, métissée plus ou moins selon les îles. C'est un pays fort à la fois de ses particularismes et de son cosmopolitisme. Ce pays, nommé Cap-Vert, n'est ni un cap ni vert. Le Cap-Vert est une poussière de terre volcanique et sableuse au milieu de nulle part. Longtemps, ces îles arides furent ignorées des atlas de géographie. Le Cap-Vert est un pays improbable, invraisemblable, en raison de sa dépendance alimentaire quasi absolue. 85 ou 90% de la nourriture consommée dans les îles provient de l'étranger. 85 à 90%. Les exportations sont négligeables en variété et en quantité. Bananes, rhum blanc, produits de la mer. Le Cap-Vert ne produit quasiment aucune énergie ni aucun objet industriel. Le Cap-Vert est un pays improbable, étrange, surtout en raison de ses paradoxes qui animent sa vie. Paradoxes, selon moi, qui sont au nombre de 5. Je vous invite à la découverte de ces 5 paradoxes. Premièrement, le Cap-Vert fut découvert au XVe siècle, en 1460. Les îles étaient alors inhabitées. L'archipel se peuple peu à peu, principalement d'aristocrates portugais et d'Africains. Les uns colons négriers, les autres esclaves. S'y joignirent des paysans miséreux, venus pour la plupart du Portugal, des religieux, des administrateurs et des repris de justice. Les îles du Cap-Vert deviennent au XVIe siècle des comptoirs de commerce et d'entrepôts d'esclaves. C'est le début du commerce triangulaire institué avec le Nouveau Monde pour envoyer au Nouveau Monde, aux États-Unis, aux Amériques, comme on disait, des esclaves qui étaient d'abord baptisés de force, bien sûr. Les colons sont presque uniquement des hommes. Ils prennent donc pour épouses et amantes des femmes africaines. Le métissage est ainsi très profond. Et c'est vrai que le noir des Cap-Verdiens est un noir à peine noir. Aussi aujourd'hui, 71% de la population est métisse, 28% est africaine et 1% est européenne. À l'époque du commerce des esclaves, le Cap-Vert est donc une plateforme de triage des Noirs destinée aux Amériques. Les colons résident sur les côtes et les marchandises humaines, comme on le disait, sont stockées tout à côté des embarcadères, prêts au départ. Beaucoup d'esclaves fuient leur sort en s'enfonçant à l'intérieur de l'île et s'y cachent. C'est ainsi que les îles sont peu à peu peuplées. Après plusieurs siècles d'esclavage intensif et de surexploitation des ressources, les îles sont délaissées par les colonisateurs portugais. L'introduction par les colons de chèvres et l'usage intensif du bois pour la construction et pour la cuisine ont ruiné définitivement les sols des îles. Une succession de sécheresses et de famines épuise la société capverdienne. La dernière famine, 1946-1948, emporte 20% de la population. C'est le début d'une migration massive qui se poursuit aujourd'hui. 540 000 Capverdiens habitent aujourd'hui les îles. 540 000. Faites bien attention, ces chiffres sont très importants. Et vous avez 800 000, voire 1 million de Capverdiens qui vivent hors de leur pays. Donc il y a plus de gens qui vivent hors de leur pays que dans leur pays. Une migration de masse rémanente continue disperse les Capverdiens à travers le monde, et plus spécialement sur les rivages de l'Atlantique, Argentine, Brésil, Guinée-Bissau, Angola, Portugal, France, Pays-Bas, États-Unis. Surtout Portugal et États-Unis. La diaspora est numériquement supérieure à la population capverdienne, résidant dans les îles. Et c'est le premier paradoxe. Le Cap-Vert est une nation dont les nationaux sont installés principalement hors de leur territoire. Entre 35 ou 45% des Capverdiens vivent dans leur territoire et entre 60 et 65% de Capverdiens vivent hors de leur territoire. Deuxième paradoxe. Les Capverdiens vivant hors de leur pays sont très attachés à leurs îles. Attachés affectivement, certes, mais aussi économiquement et culturellement. C'est ainsi que non seulement les Capverdiens
de la diaspora vivent à l'étranger leur culture d'origine, alors importée, mais exportent en retour dans leurs îles la culture du pays où ils résident. Donc vous avez des îles à nuances hollandaises, des îles à nuances américaines. Depuis plus de 30 ans, la diaspora a fait pénétrer dans les communautés insulaires les modèles états-uniens et européens, surtout Pays-Bas, France, Italie et bien sûr Portugal. L'identité de l'archipel du Cap-Vert c'est un mix de culture africaine et de culture occidentale. D'abord du fait de la colonisation portugaise, puis du fait de la diaspora, qui amène chaque fois les cultures de ces pays qui les accueillent et qui les ramènent dans leurs îles. Les influences culturelles africaines, elles, sont bien faibles, bien faibles. Les Cap-Verdiens ont des réticences à se penser comme africains. Ils s'en distinguent par la conservation des us et coutumes du Portugal du XVIe et du XVIIe siècle, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de prier par exemple. Ils s'en distinguent aussi avec fierté par le haut niveau de formation de ses ressortissants, notamment pour les questions d'aéronautique et de marine. Au Cap-Vert règne un micro-monde, selon l'expression du géographe Michel Le Sourd, réunissant des cultures différentes sur un territoire restreint. Chaque île parle le portugais, bien sûr, le créole aussi, bien sûr, et pas le même créole, mais aussi une langue un peu particulière qui peut être le hollandais, l'italien, le français, parce que ces familles-là ont envoyé en immigration des ressortissants dans ces pays-là. Et donc quand ils reviennent, ils parlent français. Et donc dans ces îles-là, il y a des expressions françaises. Et on comprend le français facilement. Ou on comprend l'américain facilement. Ou on comprend le hollandais facilement. Le Cap-Vert est porteur donc d'une identité socioculturelle originale, marquée par des comportements transnationaux chez les autochtones de l'archipel, comme chez les émigrés. Portugal, Pays-Bas, États-Unis impriment donc toute leur influence sur la vie quotidienne des îles. C'est pour ça qu'on peut appeler ça des micro-mondes. Ce micro-monde résume les cultures différentes, perdues dans l'immensité océanique, dans un quasi nulle part. Il y a donc des îles sous influence directe de la diaspora états-unienne, d'autres sous l'influence hollandaise ou d'autres encore portugaises. Allons vers le troisième paradoxe. Le Cap-Vert est une nation éclatée en îles océaniques, l'archipel, et en quasi-île continentale. C'est-à-dire l'installation de la diaspora se trouve rassemblée autour de ports en Europe. Aux États-Unis, par exemple, c'est Boston-New York. Ils sont autour de Boston-New York. Ils sont à Lisbonne. Ils sont à Paris. Et c'est surtout Paris-Luxembourg. C'est une zone, un cercle, une poche. C'est Rotterdam, c'est Marseille, c'est Naples. C'est surtout d'ailleurs Rotterdam, Boston, Lisbonne et New York. À l'étranger, les Cap-Verdiens se regroupent autour de grandes métropoles portuaires. Ils vivent dans des poches continentales. Le Cap-Vert est une nation à la fois éclatée, les îles océaniques et les îles continentales, mais aussi réunies par l'océan. La nation capverdienne est traversée par une frontière intérieure qui est océanique. Ils sont séparés par l'océan. Mais en même temps, l'océan est leur lien. Le Cap-Vert est une nation territoriale dispersée dans un vaste océan Atlantique. Les îles du Cap-Vert sont à la fois closes sur elles-mêmes et largement ouvertes au monde. C'est le troisième paradoxe. Beaucoup de Cap-Verdiens n'ont jamais visité d'autres îles que la leur. Mais chacun, dans son île, reçoit la visite de nombreux immigrés y faisant retour pour un court séjour. Donc vous voyez, ils ont un enfermement dans l'île, mais aussi une grande ouverture. Ils connaissent plus des Cap-Verdiens venus de Hollande, par exemple, que des Cap-Verdiens des îles qui sont autour d'elles. Quatrième paradoxe. La superficie des îles est de 4000 km², c'est-à-dire moins que la moitié de la surface de la Corse, soit d'une superficie comparable à celle du département des Alpes-Maritimes ou des Pyrénées-Orientales. L'ensemble des îles. La superficie de l'ensemble des îles est inférieure au département de l'Hérault. Le Cap-Vert est une petite superficie parce que sur les 10 îles, il n'y en a que 9 qui sont habitées. Ils ont tous, bien sûr, un terrain d'aviation, sauf une, auquel on peut y aller que par bateau, et encore difficilement, parce qu'il n'y a pas de port suffisamment accueillant. L'île la plus grande, qui est l'île de Santiago, fait un quart de la surface totale. Donc vous voyez, c'est le département de l'Hérault. Dans sa plus grande longueur, l'île de Santiago fait 55 km en ligne droite. 55 km. C'est la plus grande. Les îles sont assez dispersées.
Elles sont distantes les unes des autres de 20 minutes à 62 minutes par avion. Les îles se trouvent entre 570 km ou 880 km du continent africain. C'est très éloigné, entre le Sénégal et la Mauritanie, au large de Dakar. Ils sont à 1750 km des îles Canaries et à 3000 km du Brésil. Oui, ils sont perdus. La densité de la population est de 130 habitants au kilomètre carré, ce qui est assez important. C'est que même la France a 118 habitants au kilomètre carré, donc c'est plus dense que la France. Mais la répartition de la population est très inégale. Une île sur les 10 n'est pas habitée. Parmi les 9 îles habitées, l'île de Santiago, encore une fois, au sud de l'archipel, comprend plus de la moitié de la population. Donc, la capitale, Préra, comporte 50 000 habitants, soit un dixième de la population. Un dixième de la population habite dans la capitale. L'unité démographique capverdienne doit faire face à la dispersion de la population sur son territoire et l'éclatement des familles par les départs répétés en migration. À chaque génération, il y a un flot de migrants. D'ailleurs, la société capverdienne ne pourrait pas nourrir si les gens restaient là. Donc, la société capverdienne est une société à distance. Distance relative entre les 9 îles, 1 heure d'avion entre chacune. Distance spatiale importante entre l'archipel et les pays d'accueil de la diaspora, le Brésil par exemple, et les particularités de chacune d'elles, parce que dans chacune d'elles on parle un créole qui diffère d'une île à l'autre. Donc ils ont parfois du mal à se comprendre. La société à distance constitue le 4e paradoxe. Allons vers le dernier paradoxe. Le pays manque de matières premières et de ressources naturelles. Il en est même quasiment dépourvu. 90% des produits sont importés. Les principales ressources du Cap-Vert proviennent de la pêche, qui ne représente seulement qu'1% du produit national intérieur brut. Et dans la moindre mesure, il y a exportation un peu de café, de bananes, de canne à sucre, de maïs. Les exportations sont faibles et concernent les produits de la mer, essentiellement les conserves de thon, de poissons congelés, de langoustes. Bien que 30% de la population vive dans les zones rurales, plus de 80% de la nourriture est importée. La situation des îles est liée au réchauffement climatique et à la dévastation coloniale qui ont causé la pauvreté de la terre. La pénurie d'eau est souvent très sévère. En de très nombreux endroits de l'archipel, les pluies sont rares et parfois il n'y a pas d'eau du tout. Et ils passent 6 mois, 9 mois sans eau. Les îles dépourvues de l'essentiel économique sont absolument non autonomes. 30% du produit intérieur brut viennent de l'aide internationale et de la diaspora. On peut dire que la diaspora envoie aux familles des chèques, de l'argent, qui représente à peu près 11% du produit intérieur brut. Le Cap-Vert vit de l'argent de la diaspora et de l'aide. L'investissement international, c'est 3%. Et l'aide au développement, qui est aussi tenue par des grands organismes mondiaux, c'est 13%. Le Cap-Vert est un ensemble d'îles donc desséchées, dans une extrême dépendance vivrière, en raison principalement des terres volcaniques et sableuses, et surtout de la quantité de l'eau. Le Cap-Vert est un pays d'Afrique sahélien, c'est le Sahel. Dans l'hydroclimat de l'Atlantique oriental, le Cap-Vert est un Sahel maritime. Les Cap-Verdiens ultramarins, ceux des îles, vivent pour beaucoup dans des contrées inhospitalières. La pauvreté des îles explique la diaspora. La diaspora est principalement fixée aux États-Unis, au Portugal, au Sénégal, au Mozambique, aux Pays-Bas, en Italie, au Luxembourg et en France. En France, il y a environ 30 000 Cap-Verdiens. Les émigrants restent attachés à leur pays et contribuent de manière significative à son activité économique en envoyant de l'argent aux familles restées dans les îles. L'aide financière de la diaspora représente à peu près 1/3 du produit intérieur brut du Cap-Verdien. Dotés généralement d'un bon pouvoir d'achat, les émigrés bénéficient de mesures spéciales facilitant leur retour aux îles. C'est par exemple un des taux privilégiés pour les emprunts bancaires, l'exemption de certaines taxes douanières, la fiscalité foncière avantageuse. Tout est fait pour que les migrants de retour soient incités à investir dans l'économie du pays. L'apport financier, la manne économique est vitale.
Elles viennent de l'extérieur du territoire. L'extérieur nourrit l'intérieur. Aucune autonomie, c'est ça le cinquième paradoxe. Et ça me semble être le plus important, vous allez voir pour la suite. C'est que c'est une des îles qui, par leur pauvreté, par leur dénuement, vivent principalement de l'apport extérieur. De deux manières, c'est qu'à la fois, il y a des populations qui envoient des chèques, de l'argent, mais aussi ces gens-là vont servir de vecteurs pour les entreprises capitalistes du monde entier pour pouvoir s'installer dans le Cap-Vert. Donc en résumé, nos 5 paradoxes sont les suivants. La part de population la plus importante se trouve en diaspora. Le Cap-Vert est un micro-monde. Il trouve en lui-même une vaste diversité socio-culturelle issue d'une diaspora fortement disséminée. L'océan fait lien et unité de la nation capverdienne dispersée. En plus, ce ne sont pas des vrais marins. Il n'y a qu'une île qui a donné beaucoup de marins, et notamment des chasseurs de baleines. Et ces gens-là se sont retrouvés dans des bateaux américains, et donc de cette île-là, on a la plupart des émigrés qui partent aux États-Unis. Le Cap-Vert est une société à la fois fermée sur elle-même et ouverte au monde. C'est très important, ça. Très important parce que quand le Cap-Vert est devenu indépendant, il y a eu un parti politique qu'on appelait marxiste qui avait pour programme la fermeture de l'île sur elle-même. Les années 70 jusqu'aux années 90, c'était comme ça. Et puis, ils ont accepté d'avoir un pluralisme politique, puisque c'était un parti unique, marxiste et unique, pas communiste, marxiste. Ça veut dire pas stalinien, quoi. Ça veut dire communisme mais pas stalinien. Les méchants disent c'est trotskiste, mais c'est pas trotskiste, c'est marxiste. Voilà. Et donc la politique, c'était on vit sur nous-mêmes, on essaie de trouver nos forces en nous-mêmes. Et avec les années 90 et surtout à partir de 2000, où on a un pouvoir qui a d'abord été, on pourrait dire socialiste, mais vraiment socialiste, pas comme chez nous, pas comme chez nous aujourd'hui, un vrai pouvoir socialiste, issu d'ailleurs de ce parti marxiste, qui a eu le pouvoir présidentiel, puis législatif, et puis ensuite ils ont dû abandonner ce pouvoir-là au profit d'un parti qui est un parti libéral. Macron, si vous voulez, Macron. C'est Macron. On peut dire c'est Macron, c'est-à-dire centre-droit. Voilà. Centre-droit pour parler le langage quotidien. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Macron qui a le pouvoir au Cap-Vert. Et là, c'est la grande ouverture absolue. Voilà. Et bien sûr, tout le monde, si vous lisez des journaux, tout le monde va vanter le mérite de l'ouverture absolue. On va y venir, l'ouverture absolue. C'est pas mal, ça a des dangers. On va voir lesquels. Donc, vous voyez, c'est ça, le Cap-Vert, société à la fois fermée sur elle-même et ouverte au monde. Il y a à boire et à manger, il y a du bien et du moins bien. Le Cap-Vert est une société à distance, tout est éloigné de tout. Ils sont éloignés de tout. Et puis, cinquième paradoxe, la pauvreté territoriale est compensée par une diaspora assez aisée, en raison en général de son haut niveau de formation et une diaspora solidaire. Ils ont l'esprit de famille. Et ils sont, en général, pas tous, mais ils sont assez aisés. En général, ils travaillent dans des ports et ils ont des hautes responsabilités et des hautes qualifications dans les métiers du port. Alors ça peut être des ports maritimes, c'est aussi des ports aéronautiques. Voilà. Alors, petite histoire, pourquoi ils sont très forts en aéronautique? Ils ne sont pas riches, ils sont pas... Alors pourquoi là? Mais parce que pendant l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, le gros problème de l'Afrique du Sud, c'était de pouvoir envoyer des avions jusqu'en Europe, jusqu'aux États-Unis. Mais c'était trop loin, parce qu'il fallait qu'il y ait un arrêt pour vérifier les moteurs et aussi pour remettre du gasoil dedans. Et tous les pays africains ont refusé de recevoir les gens de l'apartheid. Il n'y a que le Cap-Vert qui a accepté. Alors les Africains du Sud, ils ont créé un aéroport, même des petits aéroports, mais surtout un grand aéroport à Santiago. Et ils ont non seulement formé un aéroport, mais ils ont formé des personnels. Et donc il y a une tradition au Cap-Vert de grande formation, de haute qualité et de haute technicité des responsables des ports aériens. C'est pour ça qu'on trouve ce type de qualification partout dans le monde où ils s'installent. Ils sont principalement ça. Alors, ça va de celui qui nettoie les pistes à celui qui est ingénieur, bien sûr, ou qui est pilote. Alors en conclusion,
La société capverdienne est faite de relations entretenues entre les membres de la diaspora et ceux de l'archipel. C'est ça l'idée essentielle. Les obstacles au développement du Cap-Vert, éloignement des territoires, dispersion des populations, pauvreté du sol, climat désertique, rareté de l'eau, aggravent leur situation. Au milieu du XXe siècle, le coton pouvait encore être cultivé au Cap-Vert. Les ruisseaux étaient encore riches d'écrevisses. Aujourd'hui, le désert avance. Les pluies sont absentes. Les nappes phréatiques ne se rechargent plus. Le seul recours est la généralisation de systèmes de désalinisation de l'océan par filtration osmotique, des membranes qui laissent passer l'eau et pas le sel. Le Cap-Vert est une terre trop peuplée pour ses ressources propres. La superficie des terres cultivables, 10% de l'ensemble, est réduite et ingrate. Malgré l'océan, le climat est désertique. C'est ça qui va là. Tant d'eau et le désert. Les Capverdiens ne renoncent pas aussi à leur culture, une culture de la nonchalance. Il n'y a rien qui presse. Les fonctionnaires, ils vont travailler s'ils n'ont pas mieux à faire. C'est catastrophique. Sauf pour ceux qui pensent que c'est bien ici. Donc on va travailler, oui, on va travailler, mais en plus dans la ville, les villes sont assez petites, je ne parle pas de Saint-Ago. Si quelqu'un a besoin d'un papier ou de quelque chose, il sait où me trouver. Il viendra me chercher et j'irai. Mais c'est un peu ça. C'est de moins en moins ça, mais c'est quand même le fond de la tradition. La culture de la nonchalance, de la musique et de la danse, tout ça, ça va ensemble. La population consacre beaucoup de temps à se reposer. Même si toute la journée, il y a des gens qui transportent de l'eau, parce qu'il y a des fontaines, il faut aller chercher de l'eau, il y a du boulot, mais ils ne travaillent pas pour travailler. Ils vivent pour vivre, c'est tout. Mais c'est ça le fond. Ils ont le temps de vivre. Ils vivent pauvrement, bien sûr, mais ils ont le temps de vivre. Bien sûr qu'il y a des choses à faire, notamment la charrier l'eau, ça c'est très important. Les Capverdiens ont du mal à se plier à l'organisation capitaliste du travail en matière d'horaire et de rendement. Ça c'est très difficile pour eux. Le Cap-Vert, par sa pauvreté intérieure et son régime traditionnel de vie pré-capitaliste, est une société improbable. Le capitalisme leur arrive dessus comme ça. Ils sont dans un état style du XVe siècle, du XVIe siècle, du XVIIe siècle chez nous, et le capitalisme d'aujourd'hui mondialisé arrive, et on va voir comment. Le Cap-Vert est aussi une société d'accueil, de civilité, une société sans tension ethnique et sans tension sociale. Il y a eu un parti révolutionnaire qui a demandé l'indépendance, qui l'ont eu parce que le Portugal, les années 74, avait mieux à faire, parce qu'ils étaient souvent pris par leur propre révolution, la révolution des œillets, et donc il y a eu quelques escarmouches, mais très peu. Le Cap-Vert prouve que la richesse d'un pays, c'est sa population. Le Cap-Vert n'a de véritables ressources que son peuple. C'est sur lui qu'a toujours compté l'ensemble des Capverdiens. Souvent en l'exportant, sa population. Sa richesse est dans la migration. Je pense que c'est une chose très importante, aujourd'hui, de pouvoir dire que la richesse d'un peuple est dans sa migration. Ce n'est pas toujours ce qu'on entend partout. Mais il faut le signaler. Donc, la migration est une richesse, mais une richesse ambiguë, très ambiguë. Le pays est fortement dépendant des ressources extérieures, on a vu ça, des transferts de devises des Capverdiens ayant immigré, de l'aide internationale et donc des investissements directs d'entreprises, souvent spécialisés dans le tourisme et dans les activités nautiques. Les secteurs les plus dynamiques de l'économie sont le tertiaire et les services. Le tertiaire rapporte 80% du PIB, le tourisme 30% du PIB. Le nombre de touristes est en hausse permanente depuis plusieurs années. Plus de 15% de croissance par an, actuellement. Plus de 1000. C'est énorme. Le Cap-Vert est pour les pays développés, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique, le Japon, la vitrine de leur prétendue générosité. Ils donnent. L'investissement des pays développés est encouragé par l'européanité des Capverdiens en matière de culture. Leur langue, c'est le portugais. Leur manière de s'habiller, c'est une manière de s'habiller très proche de la nôtre, un peu ancienne. L'investissement des puissances économiques du monde est aussi encouragé par le fait que la corruption est bien moins grande au Cap-Vert que dans le reste de l'Afrique. Les aides dans leur ensemble parviennent à leurs destinataires. Il faut le signaler. Quand dans la politique il y a des choses honnêtes, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le crier, il faut le montrer du doigt, ce que je fais. Les investissements sont encore aussi encouragés par les conduites politiques qui sont très pacifiques.
C'est un peuple extrêmement pacifique. Et aujourd'hui, plutôt aligné sur le libéralisme. Ils sont pacifiques et ils sont libéraux. Le libéralisme mange son pain blanc. L'identité capverdienne est plus occidentale, atlantique, africaine. La diaspora joue un grand rôle dans le dynamisme culturel et l'ouverture économique des Capverdiens des îles. Non seulement la diaspora soutient ses familles par l'envoi d'argent, mais constitue aussi le fer de lance de la pénétration du capitalisme européen et états-unien. Ils profitent déjà. Le Cap-Vert se transforme. C'est un pays riche en Afrique. C'est un pays riche parce que le produit intérieur brut est 3 fois supérieur au Cap-Vert que dans les autres pays du Sahel africain. La croissance, depuis 2000, est de 7%, même plus. Entre 7 et 9%. C'est énorme. Vous voyez bien que nous notre croissance, on n'en parle pas. Si c'est 1%, c'est énorme. D'un pays vivant pour lui-même, certes difficilement, il en vient à vivre aujourd'hui pour d'autres, au service de tourisme européen, sportifs et retraités, appartenant aux classes moyennes et en recherche d'exotisme peu cher. C'est moins cher d'aller là qu'en Thaïlande, comme ils le disent. Le Cap-Vert tend à devenir un pays de service, c'est-à-dire un pays domestique, une sorte de Cap-d'Agde. Imaginez, un pays transformé en Cap-d'Agde. Aux antipodes de la culture capverdienne traditionnelle, du vivre pour vivre le moment présent, c'était là la philosophie des Capverdiens. Vivre pour vivre, et pas pour autre chose, pas pour le profit, pas pour la gloire, pas pour la puissance, pas pour l'argent, mais vivre pour vivre, et vivre le moment présent. Sans souci de, il faut mettre de l'argent de côté, il faut prévoir. On construit la maison au fur et à mesure qu'on peut acheter des carreaux. Et elle monte, des fois il faut plusieurs générations, mais c'est pas grave, elle monte, ils sont pauvres, mais c'est pas grave, on vit bien. Bon, on danse, on fait de la musique, on fait de nombreux repas, on fait des fêtes religieuses, mais aussi païennes, voilà. Tout ça va très bien. Voilà. Et ça, c'est de moins en moins possible. Parce que leur est proposé un salariat local laborieux de service. Voilà. Servir à l'étable, femme de ménage, dans les grands hôtels, dans les grands complexes. Aujourd'hui, il y a des complexes hôteliers qui ont 1000 chambres. 1000 chambres, c'est pas rien. Le tourisme de masse s'accompagne toujours de commerces annexes, du commerce de la prostitution et de la drogue. Et la drogue, ils reconnaissent qu'il y a c'est grave, c'est très grave. La prostitution, ils en parlent moins, mais pourtant, regardez les films, on vous montre toujours la prostitution au Cap-Vert. Les Capverdiens sont menacés de plus en plus d'être employés pour autre chose que leur vie. Pour survivre, c'est un certain retour dans une version moderne à ce que les Capverdiens, leurs aïeux ont connu, c'est-à-dire l'esclavage d'antan. Aujourd'hui, on appelle le salariat. Le salariat, c'est un esclavage doux, jusqu'à un certain point. Le Cap-Vert entre dans l'ordre du monde, et c'est un ordre capitaliste. Voilà. Tout ça pour que vous puissiez en parler maintenant. Vous allez nous donner un témoignage de votre remarque sur le Cap-Vert. Seulement ce témoignage un peu vieux, parce que je suis allé faire plusieurs missions au Cap-Vert à la fin des années 70. À l'époque, il y avait la diaspora, on voyait les gens, les immigrés, etc. C'est un pays qui ne s'était pas réuni encore de l'indépendance, si vous voulez. À l'époque, les hôtels, je pense qu'il y en avait peut-être 2 ou 3 sur tout l'archipel. Le magasin était vide, mais enfin le poisson était excellent, le poisson grillé. Et la seule chose qui était vraiment étonnante, mais c'était comme ça, du temps de la colonie, ils ont importé beaucoup de vin blanc du Porto, Vigno Verde, qui est d'ailleurs excellent, surtout avec du poisson, pour, je dirais, l'équivalent d'euros, vous saviez, 750 millilitres. Et en plus, ils avaient appris des Portugais, très bons pâtissiers, ces choses-là, on les trouvait. Mais enfin, la population, il faut le voir, du poisson, quelques légumes, c'était, comme vous dites, un pays très sec, un pays qui n'avait pas de ressources. Une chose que, c'est une petite anecdote, mais enfin, le Cap-Vert produisait aussi du vin.
la situation géographique, c'est subtropical, c'est au sud des cancers. Je pense que c'était l'île de Fogo, qui est un immense volcan, comme le nom portugais se dit feu, avait je pense que c'est un volcan éteint. Oui. Dans le cratère, il y avait un microclimat. Oui. Et il y a eu un homme français qui a tué son adversaire dans un petit duel. Il devait se réfugier, il s'est réfugié là-bas, mais là, à l'époque, évidemment, je parle peut-être que les Capverdiens n'étaient pas ni les Portugais qui étaient là-bas, ils étaient plus portés sur des alcools plus forts, mais à celui-là, le vin manquait. Alors il a introduit la vigne dans un microclimat, et il y a un vin vraiment des qualités qui, je pense, doit être produit encore maintenant. Il est toujours. Il est au pied du volcan. Il y a quelques années, le volcan je pense qu'il s'est réveillé. Il y a justement l'endroit où on transformait le raisin en vin qui a été enfoui par... Mais ils ont rebâti et il y a toujours cette vigne. Mais bon, c'est une production de laboratoire. Laboratoire, mais si vous voulez, c'est souvent les vins sur les terrains volcaniques. Après, la christie, des vins qui sont de petites surfaces, mais des sols très particuliers, des microclimats. Dans ce village qui s'occupe de ce raisin, il y a une cinquantaine de personnes qui portent tous le même nom, le nom de cet aristocrate français. Et puis, il y a des enfants qui sont blancs de peau. Hein. Oui, c'est ça qu'on disait aussi. Voilà, c'est l'ultime métissage, à la limite, parce que entre le fait qu'il y a cet homme-là, on dit qu'il a eu un grand nombre d'enfants, une centaine d'enfants, de plusieurs femmes bien sûr, hein, parce que la pratique là-bas c'est qu'on se marie avec une femme, mais on a d'autres amantes. Hein. Bon, pour les hommes, c'est pas réciproque, hein, c'est bien inégalitaire en ce sens-là, hein, voilà, comme toujours. Mais voilà. Et donc il y a beaucoup d'enfants. Le Cap-Vert ne devait pas être un pays à part. Si vous voulez. Il y avait une union, c'était le même parti marxiste, etc., qu'en Guinée-Bissau. Et alors, je pense que pour des questions de querelles, etc., que finalement, ça s'est pas fait. Hein. Ah oui, alors, ce qu'il faut savoir, voilà. La Guinée-Bissau était portugaise, comme le Cap-Vert. Les Portugais ont décidé par commodité de rattacher la Guinée-Bissau au Cap-Vert. Même si le Cap-Vert était peu de choses. Mais pour des raisons pratiques de navigation, le Cap-Vert était la capitale de la Guinée-Bissau. Et donc les mouvements révolutionnaires qui étaient déjà dans la diaspora, et notamment à Rotterdam, ont constitué, le Rotterdam étant près de l'Allemagne, près de la Russie, etc., et donc effectivement très influencé, et en plus des intellectuels, par le marxisme, ils ont transporté ce marxisme au Cap-Vert et en Guinée-Bissau. C'était qu'un pays du fait de la colonisation. Bon. Et ce qui s'est produit, c'est que donc, ces gens-là, ces révolutionnaires qui étaient pour l'indépendance, c'était les seuls qui se battaient pour l'indépendance, bon, ils l'ont obtenu sans trop de guerre, il y a eu quelques morts, mais très peu, parce qu'effectivement, en 1974, le Portugal a fait sa propre révolution et s'est opposé à Salazar, hein, a destitué Salazar. Et donc à ce moment-là, il y a eu le Cap-Vert Guinée-Bissau qui ont formé un État avec un parti unique marxiste. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en Guinée-Bissau, il y a eu un coup d'État. Les militants du Cap-Vert n'ont pas voulu être victimes de ce coup d'État. Et les gens qui ont fait le coup d'État n'ont pas voulu se charger du Cap-Vert parce que c'était que misère. Hein. C'était ajouter de la misère à leur propre situation. Donc ils ont abandonné le Cap-Vert à son histoire. Et donc pendant un certain temps, ce parti marxiste a continué. Mais comme il était marxiste, il avait peu de faveur de la collaboration internationale, bien sûr. Même si c'était un marxisme très doux. Hein, la lutte des classes était à peine signalée. Hein, mais c'est vrai que par exemple, il faisait effort pour cultiver toutes les terres et faire que par exemple l'eau ne soit pas servie uniquement aux urbains. Maintenant, si vous allez au Cap-Vert, vous apercevrez qu'il y a des terrasses sur les hauteurs qui sont abandonnées parce qu'il n'y a plus d'eau.
Et donc on cultive que ce qui est en bas. Les premiers gouvernements socialistes, eux, ont voulu servir d'abord les urbains, parce que c'était les urbains, bien sûr, et donc ils ont capté les eaux pour les diriger directement dans la capitale. Pour Santiago, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, effectivement, ça a appauvri encore plus les terres. Et il y a des terres qui sont tellement pauvres que même si on mettait de l'eau, probablement ils ne pousseraient rien. C'est très léger, c'est volcanique. Voilà. Alors, soit il y a du sable. C'est des cendres volcaniques. Oui, c'est ça. Aussi à Crétine. Bien sûr, bien sûr. Et pour la vigne, c'est très bien. Parce que, vous le savez, on me reprendra si je dis une bêtise, la vigne, elle a besoin de souffrir pour être bonne. Oui. C'est que la vigne, c'est pas les hommes. Pas confondre. La vigne, elle a besoin d'être un peu tendue. Stress. Si vous voulez ajouter encore, au sujet de l'escale, je pense que le port, c'était sur l'île des Salles, qui est la plus septentrionale et qui est plate. Tout le reste, si vous voulez, c'est trois dimensions, hein, parce que c'est volcanique. L'île des Salles, probablement, il y a un volcan qui est au niveau de la mer, et alors le sable, il y avait un énorme banc de sable qui s'est établi, et c'était justement très facile pour faire un aéroport qui est énorme. C'était la piste d'atterrissage. J'ai pris l'avion de Paris. Il était énorme, et si vous voulez, la seule compagnie aérienne à l'époque, autour de 78, 79, et ça, c'est la South African Airways. Et c'est sur cette île que s'imposent les complexes touristiques. Pas que. Ça ne m'étonne pas dans un sens, parce que si beaucoup de touristes cherchent des plages, des sables, et il n'y a pas, à l'époque, il y avait très peu d'arbres, etc. Si vous voulez, c'était, je ne sais pas si il y avait beaucoup d'habitants avant qu'on ait construit l'aéroport, mais à l'époque, évidemment, ça va être des hydroponiques, etc. On peut planter n'importe quoi, des arbres, cocotiers, etc. Mais enfin, c'était un banc des sables avec un aéroport très moderne. C'est ça, c'est le souvenir des journées, mais ça remonte il y a plus de 35 ans. Mais tout le reste, bon, je peux dire encore une chose, les Capverdiens sont beaucoup plus métissés, si vous voulez, ils sont, comme vous avez dit, ils ont accueilli pratiquement tous, il y avait probablement, c'est quand même une escale, pour les bateaux aussi, pour s'approvisionner, et les marins, comme vous savez. Tandis que Guinée-Bissau, c'est un pays beaucoup plus africain, il y a eu très peu de métissage. J'ai travaillé dans les sociétés du Sénégal, on a plusieurs des amis, une société française. Et c'est pour ça que les Capverdiens ne se considèrent pas comme africains. Ils ont d'ailleurs un certain mépris. Alors ça ne va pas jusqu'à des comportements violents à leur égard, aux Africains, parce qu'il y a quand même des Africains. Ils se considèrent un peu plus développés, si vous voulez. Ce qui n'est pas faux non plus, parce qu'ils ont une histoire telle que finalement, en aéronautique et en conduite maritime, ils ont des compétences absolument. Alors, ces compétences ne sont pas tellement dans l'île. Ces compétences sortent de l'île, parce que dès que les gens sont compétents, ils se font employer. Ils se font employer à Rotterdam, à New York, à Boston, etc. Et bien sûr, en même temps, ceux qui sont à l'intérieur sont contents que ceux qui sont formés puissent partir, puisqu'en partant, ils ramènent de l'argent. Mais ils ne ramènent pas de l'argent, ils ramènent aussi les entreprises capitalistes, qui eux attendent de là, c'est un peu loin de tout. Hein. Bon, parce que le Japon, par exemple, contribue beaucoup, c'est un fournisseur important du Cap-Vert. La Chine aussi, mais c'est un peu loin pour venir en vacances, même longtemps au Cap-Vert. Mais pour les Espagnols, par exemple, ils sont à la fois des gens qui exportent et qui importent beaucoup. C'est même le principal. Si on tient compte de l'exportation et de l'importation en direction du pays, c'est avec l'Espagne qu'il y a le plus de relations. Ensuite, il y a le Portugal. Mais le Portugal, c'est que dans une direction. Si vous voulez, le Portugal vise plutôt Angola et Mozambique, parce qu'ils sont sur le plan économique. Vous avez la pêche, vraiment des hautes mers, le thon, il y a des espèces. Vous savez, je plongeais à celui de Cap-Vert, si vous voulez, ça tombe à pic en rien de temps, vous descendez à 40-50 mètres et ça continue. Hein. Il faut faire bien gaffe. À l'époque, il n'y avait pas de pression, etc. Donc,
Mais si vous voulez, les pays qui sont intéressés par la pêche, le Japon, la Chine et d'autres, font bien de leur faire des cadeaux pour avoir le droit de pêcher, etc. Donc ça, c'est, disons, peut-être une des raisons, c'est pas nécessairement par charité, etc. Il y a quand même des raisons économiques. Bon, ça développe le pays, ça va dans les deux sens quand même. Et puis la dernière chose, la musique capverdienne, qui est un peu un mélange de l'africain, du portugais, et puis bon, peut-être des choses qu'ils ont développées eux-mêmes, c'est fantastique, c'est vraiment très... Et je pense qu'ils ont un festival en ce moment, d'ailleurs, un festival de musique africaine, qui tient pour Mapraya, aussi du Cap-Vert. Donc là, c'est une des choses très attachantes. Il faut aussi quand même ajouter que l'éducation, bon, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais quand même les gens sont en général assez bien éduqués, ils sont polyglottes. Le taux de scolarisation, c'est 78%, en sachant que si on tient compte des garçons, on monte à 87%. Alors c'est parce que les filles, comme partout, sont les dernières à accéder à l'école. Mais c'est souvent les meilleurs élèves. Bon, excusez-moi, je voulais monopoliser là. Non, mais c'est important d'avoir un témoignage. J'ai l'impression qu'il y a un choix de société qui se fait ou qui se fait pas, entre des opportunités de développement agricole, d'une part, qui permettraient peut-être au Cap-Vert de faire manger tous ses ressortissants, et de l'autre, des intérêts économiques liés au tourisme qui se développent, des intérêts stratégiques, le groupe du porte-avions dont vous parliez, et la préférence va plutôt dans ce sens. C'est-à-dire que le Cap-Vert devient un endroit extrêmement touristique et sauvage, etc. Et ça nous sert une activité économique, quoi. Alors, justement, je parlais d'opportunités de développement agricole. Si on revient à cette possibilité de vigne, spécialiser la vigne, c'est quand même une culture qui ne nécessite pas beaucoup d'eau. Est-ce qu'il y a des options dans ce sens? Est-ce qu'elles sont politiquement prises au Cap-Vert? Je ne sais rien, je pose des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ces projets de développement agricole Non, l'agriculture, c'est le parent pauvre. L'agriculture, c'est le secteur d'activité qui, par rapport au produit intérieur brut, c'est 9,3%. Par contre, l'industrie, je disais qu'il n'y a pas d'industrie, c'est quand même 18%. Les services, c'est 80%. Dans l'industrie, il y a des entreprises un peu sophistiquées, un peu de haut niveau de compétences. C'est la pharmacie et l'aéronautique. Alors, ce sont des entreprises qui travaillent pour d'autres grands centres. Donc, pour la pharmacie, ils associent deux molécules et ils envoient ces deux molécules ailleurs, qui associent encore d'autres molécules, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a une sous-traitance avec le Cap-Vert, et notamment, il y a des possibilités en pharmacie et en aéronautique. Alors, pourquoi? C'est parce que je vous disais tout à l'heure que les gens qui ont un haut niveau, ils partent, pas tous partent. Et ensuite, le fait qu'il y ait des gens qui partent loin, il y a des systèmes de communication par Internet, par des moyens électroniques très développés. Et donc, chez les Capverdiens, il y a une élite, on peut dire ça comme ça, de gens qui se débrouillent très bien en tout système électronique. Et ces systèmes électroniques vont permettre de produire des produits pharmaceutiques en mélangeant des molécules grâce à une technique par ordinateur et par informatique, par électronique, et aussi d'appareils aéronautiques. Donc il y a des appareils qu'on place sur les avions qui viennent du Cap-Vert. Parce que ça nécessite une compétence électronique que les Capverdiens ont. Et ils l'ont parce qu'effectivement, ils ont besoin d'avoir une communication le plus aisée possible avec des gens de leur famille qui sont très loin. Oui, ça. Mais c'est intéressant de voir comment un système de diaspora peut fonctionner. Oui, c'est à la fois une chance et aussi une malchance. Ça dépend si vous êtes favorable au capitalisme mondialisé, vous direz que tout est bon. Mais si vous n'êtes pas favorable à ça, si vous pensez que finalement, vivre pour vivre, c'est pas stupide, vivre le moment présent, c'est pas stupide, c'est une forme de vie,
Et ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que ces deux formes de vie sont en train de se télescoper. Sans intermédiaire. Nous, on s'est habitué un peu au salariat. C'est normal qu'il y ait des salariés. Qui aurait encore l'idée de demander la fin du salariat? Il y a bien qui l'avait demandé, mais il y a très longtemps. On n'en parle plus, on ne le nomme plus même. Donc le salariat fait partie de l'ordre normal du monde, de la marche du monde. Mais pour eux, ils sont dans un état où l'organisation sociale n'est pas du tout le salariat. Même si les services ont toujours été très développés, notamment par l'indépendance, qui a mis en place immédiatement un soubassement administratif pour organiser la société, notamment en mettant en place des systèmes de déplacement, des minibus qui circulent en permanence, il y a constamment des minibus, vous ne pouvez pas, dans une île, vous pouvez aller n'importe où, vous n'attendrez pas plus d'un quart d'heure qu'un minibus passe. Sauf que peut-être on vous poussera pour rentrer dans le minibus parce qu'il est déjà surchargé. Mais comme plus il y en a, mieux c'est pour le conducteur, ben, on risque de vous prendre et de vous charger de force. Hein. Donc, voilà. C'est les taxibus, si vous voulez, c'est comme un truc. Voilà. Il n'est jamais plein. S'il y a quelqu'un qui veut l'arrêter, etc., on se pousse et on accepte. Voilà. Mais ce que je voulais enchaîner, c'est ce que M. vient de dire. Oui, la pharmacologie, je pense que là, ça a quand même du potentiel parce que vous avez un microclimat, vous avez des sols volcaniques, c'est dans c'est un coin subtropical. Il se pourrait fort bien qu'il y ait des plantes autochtones qui ont, si vous voulez, qui font partie d'une pharmacologie traditionnelle, parce que, bon, c'est peuplé depuis assez longtemps, alors à l'époque, il n'y avait pas de ces médicaments, etc. Il y avait pas beaucoup de Portugais, et puis, comme des gens, on s'est soigné, apprenaient ça, etc. Et alors, souvent, ce sont des espèces endémiques qui attendent peut-être encore pour être découvertes. Les propriétés bioactives ne sont pas très bien connues. On demande aux grands-mères, tu as ça, tu prends ça, autant, pas trop, parce que ça risque d'avoir des effets secondaires. Mais si vous voulez, un autre, ça c'est le Portugal, en ce moment, aux îles Açores, il y a une poussée très forte pour développer, c'est là, je ne sais pas si vous savez, c'est le seul endroit en Europe où on cultive du thé. Il n'y en a pas. Ailleurs, le climat est très favorable, etc. Et bien d'autres espèces, justement, de plantes médicinales. La possibilité pharmaceutique au Cap-Vert dépend certainement d'un biotope botaniste intéressant. Hein. C'est pourquoi à Montpellier, l'université de pharmacie de France, puisque son terme est fantastique, donc au Cap-Vert, une possibilité d'exploiter des plantes pour développer la pharmacie. Sauf que la pharmacie, ça reste quand même un lobby industriel et capitaliste très intrusif. Et si il y a des structures qui permettent de développer cette activité au Cap-Vert, c'est certainement pas dans un but altruiste. Et si elle s'y développe, c'est grâce certainement à une main-d'œuvre qui doit pas être très chère. Donc, je veux dire, comment analyser ce phénomène social au Cap-Vert, celui de la pharmacie qui s'implante. C'est-à-dire que c'est des produits aussi qui ont une haute valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on voit que l'industrie, c'est 18% du produit intérieur brut, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'industries, mais les industries qu'il y a sont des industries qui rapportent beaucoup. Et qui sont des industries qu'on appellerait propres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prolétaires, il y a très peu de prolétaires dans ces entreprises-là. C'est essentiellement des ingénieurs, des techniciens, des ingénieurs. Mais cette demande, elle est redistribuée dans le pays, au Cap-Vert. Ce profil dû à l'activité pharmaceutique, ou celle de la Vermontie dont tu parlais tout à l'heure. Comment les revenus de cette industrialisation sont réinvestis dans l'économie locale. Parce que si c'est un système de diaspora et de capitaux venus de l'étranger, finalement le Cap-Vert c'est juste un point d'appui. Voilà. Moi je dis qu'une diaspora de 2 millions d'habitants qui ne vivent pas dans les limites du Cap-Vert, ça ressemble à un pays qui est en vie sous transfusion.
sont des réalités, on ne peut rien, ils sont des réalités. Mais vous savez, il y a quand même ce phénomène, c'est qu'avec l'âge, les gens aiment bien retourner disons, dans leur pays d'origine, etc. Et s'ils sont compétents, s'ils ont de l'argent, c'est eux qui investissent. Alors je m'imagine, je vis ce phénomène voilà, aussi avec beaucoup disons, des Laotiens qui ont vécu pendant 30 ans en France, etc., qui avaient leur retraite et tout. Donc, ils rentraient au Laos, ça n'était pas facile, ils rentraient pour quand même ouvrir des entreprises. Donc je pense que là, la diaspora peut avoir, ces gens-là veulent quand même faire quelque chose pour leur pays d'origine. Ils veulent gagner de l'argent, ça c'est sûr, mais enfin, ce n'est pas une pure exploitation multinationale qui, revient peut-être beaucoup d'argent, mais disons, pas nécessairement développer. Des Cap-Verdiens, par exemple, qui vivent en Hollande, qui décident de passer leur retraite au Cap-Vert, ils ont d'abord beaucoup d'argent, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent en Hollande, là ils ont beaucoup d'argent qu'ils ont au Cap-Vert, et ils peuvent aussi dire, tiens, moi je travaillais dans une entreprise de pharmaceutique ou d'aéronautique, je vais en déplacer, en délocaliser une petite partie, et je vais le faire pour gagner quelques sous mes vieux jours. Voilà. Et donc, je pense que c'est comme ça, c'est parce qu'il y a des Cap-Verdiens qui reviennent et qui ont des responsabilités dans les entreprises, sur le cadre supérieur de l'entreprise, ils font descendre dans le Cap-Vert des éléments de cette usine, pas toute l'usine bien sûr, mais un certain nombre d'éléments, effectivement, avec une main-d'œuvre bon marché, avec des gens qui ont des compétences mais qui n'osent pas partir, voilà. Qui n'osent pas partir parce que aussi la vie des étrangers est de plus en plus dure partout, hein. Voilà, en tant qu'ils sont étrangers, hein. Même si les Cap-Verdiens se donnent l'impression qu'ils ne sont pas vraiment des Noirs. Vous savez que les Noirs, c'est les Arabes des Arabes. Hein, voilà, hein, les Noirs, c'est ceux qui sont le plus méprisés, y compris par les Arabes. Mais donc eux-mêmes sont aussi méprisés. Mais bon, vous voyez, dans le mépris du mépris, vous voyez, si vous regardez des informations sur ce qui arrive aux Noirs qui passent par la Libye, vous voyez bien que c'est terrible ce qui leur arrive. Hein. Donc, les Cap-Verdiens ont cet élément un peu d'exceptionnalité. Ils ne sont pas tout à fait comme les autres. Et, voilà. Et donc, ils ne sont pas dirigés vers l'Afrique. Ils ne regardent pas l'Afrique. L'Afrique ne les intéresse pas. Voilà. Qu'est-ce qu'ils seraient devenus s'ils étaient en Guinée-Bissau? C'est autre chose. Mais bon, je pense qu'il y a une logique là. Une logique qui vient des événements de Guinée-Bissau, mais aussi du fait qu'ils sont tournés ailleurs. Et depuis très longtemps. Malheureusement, la Guinée-Bissau, politiquement, ils étaient tellement encore en retard sur le reste. Si vous voulez, à l'époque où je travaillais, il y avait deux pays qui ne se développaient pas pour la même raison. C'était la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau. Et la Guinée-Bissau, il y avait une société française qui développait le coton, etc. Ils sont issus du Sénégal, ils sont allés se planter là-bas, etc. Et ils étaient reçus à bras ouverts, on avait créé des emplois, etc. Enfin, par ça, il n'y avait rien. C'était devenu une société très africaine, enfin malheureusement avec le sous-développement, plus, disons, assez autoritaire. Hein. Là, il fallait vraiment faire attention pour voyager d'une ville à l'autre. Il fallait passer d'abord par les postes de police, etc. En partant, c'est la même chose. Et pour les Africains, il fallait encore. C'est bien plus compliqué que pour les expatriés. Le Cap-Vert, c'était déjà, bien qu'existe encore ce gouvernement marxiste, disons, c'est beaucoup plus libéral. Là, on voyait le côté. N'oubliez pas non plus qu'à l'époque de l'indépendance, le Portugal était aussi assez extrême à gauche. Qui ont eu la révolution, etc. Ça s'est stabilisé. Enfin, au départ, probablement ils étaient plus proches de Guinée-Bissau que du Cap-Vert. De la diaspora, il n'y a pas de moment baptisé. La diaspora,
Mais Les gens qui parlent de Cap-Vert depuis l'extérieur, oui, ils disent que ce qui s'y passe n'est peut-être pas l'idéal. bien sûr que c'est les gens de l'extérieur qui inspirent les politiques locales. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que ça s'est produit, d'ailleurs, le mouvement marxiste s'est scindé en deux, hein, et la plus grande partie sont devenus des socialistes. C'est ceux qui, des socialistes bon teint. Bon, de vrais socialistes, mais quand même bon teint. Quoi, hein, bon. Et ça, la force de ces, à la fois du parti marxiste et du parti socialiste, a été son centre historique, c'était Rotterdam. Donc les intellectuels étaient à Rotterdam, les politiques étaient à Rotterdam. Bien sûr, ils ont trouvé des appuis dans les îles, bien sûr. Bon. Et pour le Parti libéral, c'est pareil. Ce sont des gens qui sont partis en diaspora, qui sont revenus, et en revenant, ben, ils ont participé à des mouvements politiques dans le pays de diaspora, parce que les Cap-Verdiens vivent à la fois très sur eux-mêmes, mais aussi très ouverts au monde. Donc ça veut dire qu'ils participaient aussi à des partis politiques des pays de diaspora. Donc ils avaient une expérience du politique. Quand ils revenaient à leurs îles, ben, ils ont fondé des partis qui correspondaient aux partis qu'ils fréquentaient. Voilà. Et puis c'est le mouvement un peu général des hauts techniciens, des intellectuels, qui pendant longtemps ont eu des positions radicales, critiques et radicales, et qui aujourd'hui sont du côté du manche. Voilà. Ils ont tourné leur veste, beaucoup, pas tous, il y en a quelques-uns qui ont échappé, mais la plupart ont tourné leur veste. Voilà. Voilà. Oui, mais en France c'est pareil, regardez tous les gens qui sont manifestés en mai 68, regardez ce qu'ils sont devenus. Il n'y en a que quelques-uns qui ont échappé au retour de veste. Ils se méfient parce qu'ils sont très peu nombreux, ils sont prudents. Voilà. Vous savez, comme les dictons ont dit, non, allez, dis madame. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'écologie? Vous disiez qu'avec ces grands hôtels, il y a 1000 chambres, c'est tout petit, c'est loin de tout, il y a peu d'eau, ils doivent avoir la clim, je pense, ces hôtels. Bien sûr. Oui, ça doit générer aussi des déchets, et est-ce que c'est traité pour l'instant ou pas? Est-ce que ce n'est pas un risque aussi assez majeur pour ces gens-là? Parce qu'on a, par exemple, Mayotte, ils sont complètement asphyxiés par leurs déchets. Et bon, c'est pas la même situation, c'est plus loin, un peu isolé. Donc, ces îles-là, est-ce que c'est pas un risque? Bien sûr. Est-ce que ça a été prévu, entrevu? Est-ce que c'est géré pour l'instant? Ils stockent. Hein, c'est ça. L'énergie, c'est de l'énergie électrique donnée par l'essence. On brûle de l'essence, donc l'essence. Parfois de l'essence pas de la meilleure pureté possible, hein. C'est pas de l'essence verte. Il n'y a pas beaucoup d'éoliennes, il n'y a pas suffisamment d'ailleurs de systèmes pour transformer l'eau salée en eau potable, donc ils importent de l'eau, hein. Ils importent de l'eau. Les côtes africaines, il y a des bateaux qui amènent de l'eau. Voilà, de l'eau trichlorée bien sûr, parce qu'il faut qu'elle se conserve. Donc vous voyez, il y a un gros problème. Alors, il y a de l'eau qui arrive par avion aussi, et ça c'est pour les touristes. Donc, pour tous les touristes, tout sauf la langouste et le poisson, tout vient d'ailleurs. C'est un artifice. C'est un artifice. Oui, c'est comme on a chez nous. Hein. Nous, quand vous allez à Sète, vous mangez du thon au restaurant, surtout ceux qui sont à la marine, là, au bord du port, on vous sert du thon, mais ce n'est pas du thon qui vient d'être pêché ici. Voilà. Ça veut dire que tout le poisson qu'on mange, en général, ce n'est pas du poisson local. Même si c'est marqué Méditerranée, c'est peut-être la Méditerranée, mais ce n'est pas une poisson locale. Voilà. Il reste que l'hôtel de 1000 chambres, aussi petit, c'est complètement démesuré, vous avez raison. C'est ça, très inquiétant. Et si ça existe, c'est qu'il y a un symbole qui est une volonté économique qui va vers le tourisme et qui fonctionne. Alors c'est vrai qu'ils ont des moyens, ils peuvent jeter les choses loin, parce que ça va se débarrasser. Oui, jeter en mer, bien sûr. Vous savez, j'ai quand même l'impression. Bien sûr, c'est pas plus difficile que ça. Alors, quand il y a peu de monde sur l'île, c'est négligeable, mais là. Et puis c'est vrai, des complexes où les touristes disent c'est exactement ce qu'on trouve ailleurs. C'est-à-dire les chambres, ils sont nets, c'est pas super luxueux, mais c'est fonctionnel, c'est ce qu'on aime. On se retrouve dans nos chambres habituelles. Et les touristes sont contents de ça. Ils ont une vie et ils ont des paysages. Ils ont des paysages avec des sorties en
taxi, on leur montre le volcan, on leur montre des curiosités, on leur montre le fond marin, des bateaux avec des vitraux, on montre le fond. Bon. Mais ils sont en sécurité parce qu'ils sont dans un endroit où il y a des piscines. Ils ne se baignent pas à l'océan, ils se baignent dans les piscines. L'océan, c'est pas bien, on met du sable, la piscine, c'est nickel. C'est pas des retraités aventureux. Donc déjà, quand on est retraité, on est moins aventureux quand on est jeune en général. Mais c'est des classes moyennes. C'est des classes moyennes peu fortunées, mais qui arrivent là-bas et qui pensent qu'ils n'ont pas de souci d'argent. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à acheter, et ce qui est à acheter se trouve à leur porte dans le magasin du complexe hôtelier. Et ça plaît aux gens. Ça plaît aux gens. Je vous dis, c'est comme le Cap d'Agde. Oui, c'est comme ça. C'est ça qui est terrible, c'est que la richesse, la diaspora, qui est une grande richesse, a introduit dans les îles un système qui aurait peut-être gagné les îles aussi, mais moins rapidement. Ils ont été contaminés, selon moi. Mais parce que je n'apprécie pas ce type de vie. Vous voyez bien quand je parle du Cap d'Agde. Voilà. Ou du poisson qu'on mange à 7. Ça entraîne la suppression des poissonniers. En Metz, on le voit bien, il y avait plus de poissonniers que d'ostréiculteurs. Maintenant, il n'y a plus d'ostréiculteurs que de poissonniers. Et parfois, les poissonniers, les pêcheurs sont aussi ostréiculteurs. Et ils font de la pêche en plus. À Metz, vous avez un pêcheur qui vit que de la pêche. Un seul pêcheur. Avant, dans les années 50, il y avait 70. C'est pas rien quand même. Voilà. Donc les métiers traditionnels s'abandonnent, se perdent. Je me suis intéressé au Cap-Vert. Et j'ai trouvé une société admirable. Et cette idée que la relation entre l'interne et l'externe, entre les locaux et les migrants, et que les migrants apportent une richesse considérable aux locaux, ça m'a rappelé des situations d'aujourd'hui. Voilà. Une autre problématique, une autre façon de penser les choses. Voilà. Donc vous voyez, l'aspect philosophique de mon travail, j'espère que c'est le fait de penser en termes de paradoxe. Penser que les choses ne sont pas une, elles sont toujours deux, et il faut penser les choses dans leur rapport entre deux. En philosophie, on appelle ça la dialectique. Ça veut dire pas penser les choses dans leur unicité, mais dans leur double. Il y a toujours du double. Et l'histoire avance en fonction des doubles. Et l'histoire du Cap-Vert fonctionne entre ces doubles-là, entre les locaux et les migrants. Et si vous appliquez cette méthode, une fois que vous avez fait sur le Cap-Vert, vous dites, et si je le fais sur d'autres pays, comment ça donne? Ben vous allez voir, vous allez découvrir des choses en utilisant cette méthode dialectique qui a été inventée par Hegel, c'est un philosophe allemand. C'est mettre à l'épreuve ça. Et puis s'intéresser à la manière de vivre les gens. Les gens vivent dans la nonchalance. C'est très important de vivre la nonchalance. Voilà. Le stress, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bon. Les esclaves, on les stressait. Il fallait qu'ils soient toujours dans le stress, qu'ils ne soient jamais dans le calme, qu'ils soient toujours aiguillonnés. Les salariés aussi. Bon. Les chômeurs aussi. Avec la CAF, vous savez, la CAF, qui vous envoie des papiers, c'est jamais les bons. Voilà. Et donc, ils vous harcèlent. Donc il y a un système économique qui fonctionne sur le harcèlement. Ce qui veut dire que ceux qui refusent et qui combattent le harcèlement et qui vont du côté de la nonchalance, du calme, ne pressent pas, il n'y a pas le feu. Il y a des gens qui ont ça de tradition, de culture. C'est intéressant d'aller voir comment ils font, comment ils vivent. Voilà, c'est très intéressant. Voilà. Parce que c'est des valeurs. Voilà. Est-ce que le meilleur souvenir, c'est de votre vie de stress ou de votre vie de calme, de reposer. Voilà. On a le temps de vivre. Il n'y a rien qui presse. Voilà. Et donc, je pense que même les chômeurs, par exemple, ils sont harcelés, inquiétés, harcelés, il faut qu'ils fassent des choses, etc. L'idée que c'est mal de rien faire, voilà. Que c'est mal de prendre du plaisir, voilà, par exemple. Parce que ça rapporte rien. Bah oui, ça rapporte rien. Sauf le plaisir. Le plaisir pour le plaisir. Bah oui, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que ça ne remplit pas la vie d'un homme ou d'une femme, ça? Peut-être que oui. Bon. Donc vous voyez, c'est ça qui m'intéresse dans le Cap-Vert. C'est un peuple qui souffre énormément aujourd'hui, parce qu'il est complètement bouleversé par le fait qu'une société leur arrive. Voilà. Et on a déjà vu ça, on a déjà ces histoires-là. Hein, quand les gens ne sont pas préparés à recevoir une société, quand on leur impose un type de fonctionnement,
Ça les casse. Et donc, vous voyez, ça fait aussi réfléchir aussi quand vous apportez une parole à quelqu'un, une conception du monde. Hein, il me semble que soit vous l'imposez dans votre conception du monde, et quelle que soit cette conception du monde, aussi bonne soit-elle, vous cassez la personne à qui vous l'imposez. Aux enfants, par exemple. On casse nos enfants. Parce qu'on veut leur imposer une façon de penser. Il faut partir de leur propre façon de penser. Il faut partir d'eux. Peut-être que si notre conception du monde est bonne, on peut leur proposer, mais leur proposer seulement, ce qui veut dire que pas nécessairement, ils n'adopteront pas nécessairement notre point de vue. Vous voyez ? Cet aspect militant qui consiste à imposer son point de vue, parce que c'est le nôtre, et puisque c'est le nôtre, c'est le meilleur, bien sûr. Vous voyez ça ? Voilà. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Et voilà. Et par exemple, c'est la pédagogie qui part de l'élève, au lieu de partir du maître. Voilà. Vous voyez ça ? Alors, il y a eu des pédagogies comme ça, Montessori, Freinet, etc. Bon, il y en a d'autres. Bon. Mais vous voyez, c'est ça, partir des gens. Voilà. Et apparemment, là, au Cap-Vert, on ne part pas des locaux. Bien sûr que la diaspora les sauve, ça c'est vrai aussi. Bien sûr, bien sûr. Ils ont aussi intérêt. Ils vivent un peu mieux. Ils vivent un peu mieux en étant femme de ménage dans les hôtels. Mais c'est une vie il y a une cassure, une césure entre leur vie traditionnelle et cette vie-là. Voilà. Voilà c'est en quoi je pense avoir proposé une approche philosophique, hein, même si ça ne s'aperçoit pas comme ça. Hein, mais je vous le dis. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie de votre présence. Et à une prochaine fois.